Et puis il y a dans les plans nationaux d'action qui vous ont été présentés tout à l'heure, il y en a un aussi sur les PCB, il y a un plan 2011-2013 au niveau national, donc qui vise à la fois à mieux connaître les sources, les stocks, la réactivité de ces PCB dans le milieu naturel, et puis également à mettre en place des procédures de traitement des sédiments contaminés par ces PCB. Alors, qu'est-ce que les PCB? Je crois que vous connaissez à peu près tous, donc je vais aller très vite là-dessus. Il manque un E ici, donc ne faites pas les mêmes erreurs que moi entre l'anglais et le français. J'ai rajouté l'accent, j'ai oublié de rajouter le... c'est pas bien ça. Donc, PCB, c'est ce type de molécule-là. Donc, c'est 2 cycles aromatiques, et puis il y a substitution d'atomes de chlore à la place des atomes d'hydrogène sur les cycles, avec une possibilité de substitution jusqu'à 10 atomes de chlore sur ces cycles, ce qui nous donne 209 congénères possibles en fonction du nombre d'atomes et de la position. Et on n'a pas d'équivalent naturel de ces PCB, ce sont uniquement des molécules de synthèse. Donc la synthèse, elle a été faite, je crois, dans les années 1880, quelque chose comme ça, en laboratoire. Et puis ensuite, la synthèse industrielle, ça a été les années 20. Donc la société qui a produit ça en premier, c'est une société qui était dans l'Alabama, Aniston Ordnance Company, qui a été rachetée par la célèbre compagnie Monsanto dans les années 35. Alors on sait que ce sont des molécules très persistantes, on vous a dit que c'était classé dans la famille des POP, en raison de leur rémanence, de leur toxicité. La toxicité, elle est connue depuis 1937 par Monsanto, puisqu'il y a le médecin de l'entreprise qui était chargé de la surveillance des travailleurs, qui avait pu faire le lien déjà entre l'exposition au PCB des travailleurs et de la famille des travailleurs avec ces PCB et d'éruption cutanée. Donc c'est la fameuse chloracné qui est liée à l'exposition aux composés organochlorés. Malgré ça, on a eu une production jusque dans les années 80 par cette même société. Là, je ne fais pas de la pub pour... on sait qu'ils ont aussi produit pas mal d'autres molécules dont on connaît les effets toxiques. Alors, comme on a 209 congénères, c'est difficile de tout étudier dans les différentes matrices environnementales. Même si on sait ce qu'on cherche, c'est quand même difficile de les quantifier, contrairement à ce qui est... c'était dit que c'était déjà difficile, mais je confirme, même si on sait les molécules recherchées, c'est pas évident de les quantifier dans les matrices environnementales. Donc du coup, on a une liste de 7 PCB qui sont les PCB d'indicateurs, donc qui sont les plus fréquemment rencontrés dans l'environnement, parce que les plus présents dans les mélanges commerciaux qui ont été utilisés sur la planète. Avec dedans, là, je vous ai juste présenté 3 molécules, le PCB 28 et le PCB 52 qui sont des faiblement chlorés, donc 3-4 atomes de chlore, et qui ont donc des propriétés physico-chimiques différentes du PCB 180 qui est un heptachloré. Donc on qualifie en général ceci de léger et ceci de lourd, donc avec des volatilités, des hydrophobicités et des solubilités aqueuses qui sont différentes. Et puis quand on s'intéresse aux effets toxiques, on a une liste d'autres PCB qui sont les PCB-DL pour dioxine-like, donc qui ont des effets toxiques comparables à la dioxine. La dioxine, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on a de l'oxygène en plus dans la molécule et une toxicité supplémentaire. Et donc on convertit en général la concentration de PCB en concentration PCB-DL avec les facteurs d'équivalence toxique définis par l'OMS. Donc ça nous permet d'avoir une idée des impacts potentiels de ces molécules sur les environnements. Donc les mélanges commerciaux, c'est pyralène, arochlore, des tas de noms aussi sympathiques les uns que les autres, avec des mélanges qui sont à peu près représentatifs de ce qu'on a au niveau des indicateurs. L'utilisation, c'était une utilisation assez universelle, parce que quand on a découvert ces molécules, on s'est dit c'est génial. C'est un petit peu comme les liquides ioniques maintenant, on se dit c'est génial les liquides ioniques. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des nouveaux solvants qui sont réputés peu volatiles, peu solubles dans l'eau, peu toxiques. Alors en fait, peu toxiques, il y a des études qui montrent maintenant qu'il y a une toxicité de ces liquides ioniques. Donc moi j'ai des collègues organiciens qui bossent sur la synthèse de ces liquides
ioniques, je leur dis refaites pas ce qu'on a fait avec les PCB parce que ça a été la catastrophe. Donc les PCB, on disait c'est super, c'est stable, c'est non volatile, c'est ininflammable, donc plein d'utilisations dans les radiateurs à bain d'huile. C'était des fluides avec du pyralène parce que c'est des fluides qui ont des capacités calorifiques élevées, donc utilisés comme caloporteurs. Propriétés diélectriques, propriétés de lubrifiant, donc on en retrouve dans les condensateurs électriques, on en retrouve dans les moteurs électriques, on en retrouve dans la machinerie hydraulique industrielle. Et puis c'est aussi des bons solvants, donc on en a trouvé dans des peintures, dans des encres, dans des mastiques, dans des joints de bâtiments. Ça a été utilisé aussi comme anticorrosif, donc on barbouillait allègrement les ponts de la SNCF métalliques au-dessus des cours d'eau avec des mélanges de PCB. Ça empêchait la corrosion et ça contaminait un peu nos rivières. Donc voilà, il y en a partout dans l'environnement. C'est interdit depuis 1987 pour tous les usages. Il y a eu des directives successives avec interdiction en usage ouvert, interdiction en usage fermé par la suite. Donc les usages fermés, c'est quand c'est enfermé dans des condensateurs. Malgré tout, les condensateurs, quand on les met dans les circonflexions techniques ou autrefois dans les décharges, ben, au bout d'un moment, le papier ou le carton du condensateur, il s'altère et le pyralène, il contamine le sol. Il y a des sources qui sont encore d'actualité, hein, c'est les anciens sites pollués, c'est les bâtiments. Donc en air intérieur, il y a aussi un regain d'intérêt sur la présence de PCB, puisque les joints de bâtiments contiennent des PCB. Donc les bâtiments des années 70 ont des contaminations d'air intérieur assez élevées en PCB. Les plus en avance en Europe là-dessus sont les Suisses et les Autrichiens. Donc en Suisse, il y a des conseils pour réhabiliter des bâtiments dès qu'on dépasse, je crois, le microgramme par mètre cube de PCB dans l'air. Et puis on a de la revolatilisation à partir des compartiments environnementaux, donc des sols, des glaciers, des lacs, etc. Et puis quelque chose qui fait qu'on a actuellement une grosse recrudescence de cette contamination par les PCB, c'est l'augmentation du prix des métaux et la vandalisation donc, des transformateurs électriques pour récupérer les éléments métalliques. Les gens qui vandalisent les transfos pour récupérer le métal, ils ne s'encombrent pas du fluide diélectrique, donc ils vidangent ça sur le sol et on a la contamination avec les PCB. Historique de production et consommation en 2-3 images. Donc 80 000 tonnes produites au niveau mondial au maximum dans les années 70. Donc ça, c'est les données de Breivik hein, qui font référence encore, qui sont de 2002. Donc tout ça, ça a été disséminé sur la planète. Donc il y en a encore pas mal en service. Hein. Vous trouvez encore des anciens transformateurs électriques EDF qui sont remplis de pyralène et qui sont réalimentés en pyralène régulièrement parce que EDF juge que c'est trop coûteux de remplacer ce transfo sur cette ligne-là. Si on regarde la répartition mondiale, on voit qu'on a, donc en rouge, c'est un usage supérieur à 500 tonnes. Ça se concentre surtout dans l'hémisphère nord. Hein. On a quelques points dans l'hémisphère sud, mais on a eu le maximum d'usage dans l'hémisphère nord. Donc, si on regarde au niveau de l'Europe, on voit que la France est pas mal placée en utilisation de PCB. Et on a une répartition qui est à peu près celle-là, donc ça ce sont les 7 indicateurs. Donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup de volatiles, 28-52, et puis moins de lourds qui étaient utilisés. Ça tient à la proportion dans les mélanges commerciaux. Voilà, donc la conclusion de Breivik, c'était de dire que 97% des PCB utilisés et produits intentionnellement ont été utilisés dans l'hémisphère nord, et qu'on a à peu près 18% qui ont été utilisés entre 40 et 42 degrés de latitude nord, donc la France est pique de quelques rappels sur les caractéristiques physico-chimiques, donc je ne détaille pas, hein, mais on vous a déjà dit que il y avait un paramètre important, c'était à la fois le log de KOW, donc partition entre l'octanol et l'eau, donc ça mime un petit peu la partition entre la matière organique dissoute et l'eau, entre la matière organique particulière et l'eau, ou entre les lipides animaux ou végétaux et l'eau. Donc ça vous donne une idée, plus c'est élevé, le log de KOW, plus la molécule va avoir tendance à aller se fixer sur la matière organique. Et puis, deuxième caractéristique importante, c'est la volatilité, donc illustrée soit par la pression de vapeur, soit par la constante de Henry. Donc pression de vapeur qui sont très faibles, donc
c'est des molécules qui sont en principe non volatiles, mais malgré tout on en retrouve à l'état gazeux dans notre atmosphère, donc ça veut dire que c'est partiellement volatile. Du coup on les appelle maintenant semi-volatiles. C'était non volatile pour l'industriel en tant qu'usage comme solvant. Par contre, d'un point de vue environnemental, c'est malgré tout présent dans le compartiment à l'état gazeux, donc c'est du semi-volatile. Donc voilà le résumé des caractéristiques qui vont nous intéresser. C'est un peu biodégradable également, donc polluant organique persistant. L'illustration de la variabilité liée à la structure de la molécule en termes de bioaccumulation, donc ça c'est un travail qui a été fait, je crois, par l'ANFA en Suisse. Donc ils ont regardé le facteur de concentration dans les lipides de poisson ramené à la concentration dans l'eau de l'écosystème dans lequel vit le poisson en fonction du degré de chlore dans la molécule de PCB. Vous voyez que plus le degré de chloration de la molécule augmente et plus vous avez une bioaccumulation dans le poisson. Alors là on est en échelle log, donc on passe pour 2 chlores de à peu près 20. Et si on est à 8 chlores, on est à 8000. Donc on a une bonne corrélation entre ce log de KW et la bioconcentration. Dans les eaux naturelles, qu'est-ce que ça devient? On a une partition au sédiment, je ne reviens pas là-dessus, avec le KP, le KOC, qui est fonction de la fraction de carbone organique du sédiment. Le KP, c'est le partage entre la concentration dans le sédiment et la concentration dans l'eau. Et puis ensuite, quand on regarde pour la matière organique, on rapporte à la fraction de carbone organique dans ce sédiment. Donc si on regarde différentes molécules indicatrices, plus le pourcentage de chlore augmente du 28 au 180, plus le log de KOW va augmenter, et plus le log de KOC va lui aussi augmenter. Donc voilà, plus on a des PCB lourds, plus ils vont se fixer sur le sédiment, sur les colloïdes, ou s'associer à la matière organique dissoute type acide humique ou acide fulvique dans l'eau. Et puis sur le sédiment, il y a des études qui montrent que parmi toute la matière organique du sédiment, la matière organique, en gros, on peut la scinder en 2 grandes catégories si on y va vraiment à la louche. La matière organique amorphe, dans laquelle vous retrouvez tout ce qui est humique, mais d'autres choses. Et puis le carbone suie, ou carbone kérogène, ou géosorbant carboné, comme vous voulez. Donc là, c'est ce que Prignaniec a indiqué comme étant le carbone suie par CG. Et on a une capacité d'absorption sur ce carbone suie qui est très importante. On ne sait pas encore si c'est déjà des PCB en phase atmosphérique qui sont fixés sur carbone suie et qui restent dans cet état lorsque ça s'accumule dans le sédiment, ou s'il y a de la répartition dans la masse d'eau. En tout cas, tout ce qui est fixé sur ce carbone suie va être beaucoup moins biodisponible et va se désorber beaucoup plus difficilement que si c'est absorbé sur la matière organique amorphe. Si on regarde un petit peu le cycle géochimique dans un lac, donc il y a une de vos camarades qui avait fait un beau schéma tout à l'heure où vous retrouvez à peu près la même chose. Donc nos PCB, ils arrivent par voie atmosphérique, ils sont transportés jusqu'à des latitudes très lointaines, puisqu'on en a retrouvé jusque dans les glaces de l'Antarctique et dans la graisse de l'ours polaire. Donc on n'a pas eu de production ni d'utilisation là-bas, donc c'est bien qu'on a eu du transport par voie atmosphérique. Donc ça peut être sous forme gazeuse, c'est 90% des PCB qui sont à l'état gazeux dans l'atmosphère. Ça peut se sorber un petit peu sur l'aérosol atmosphérique, donc sur la fraction particulière fine, PM10, PM2,5, c'est à peu près 10%. Et puis on va en retrouver surtout dans les zones froides, donc soit de montagne, soit de latitude nord très élevée. Pourquoi? Parce que ça va pouvoir s'absorber sur les flocons de neige avec des surfaces spécifiques assez importantes, et puis ça va condenser dans les gouttes d'eau. Donc on va distinguer le dépôt humide du dépôt sec. Le dépôt humide va représenter à peu près 50% en zone d'altitude. Le dépôt sec va être minimum, et puis après dans les lacs on a aussi de l'échange par absorption à l'interface, donc directement du composé à l'état gazeux qui va passer à l'état dissous.